bonjour. Je reçois aujourd'hui le professeur Frédéric Ancel pour son livre « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle » qui paraît aux éditions Odile Jacob. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, les voies de la puissance, effectivement, comment penser aujourd'hui la géopolitique? Est-ce que les événements que nous vivons aujourd'hui vous ont amené à écrire ce livre? Est-ce que la géopolitique a subi des bouleversements tels qu'il faille maintenant, en quelque sorte, remettre les compteurs à zéro et dire ce qu'est exactement la puissance et quel rôle elle joue dans les relations internationales? Alors les compteurs à zéro, je ne pense pas, parce qu'en réalité, on n'assiste pas à une véritable révolution. Ce qui se produit aujourd'hui en Ukraine, au fond, alors sans être forcément très prévisible, relève d'un certain nombre de phénomènes déjà très connus. Une idéologie nationaliste, une instrumentalisation du religieux au profit du politique, en l'occurrence de la part du Kremlin, du pouvoir russe aujourd'hui. La géographie qui, comme le dit mon maître en géopolitique Yves Lacoste, sert d'abord à faire la guerre. Il ne vous aura pas échappé que les Russes se retirent derrière le Dniepr, un fleuve extrêmement large, et que les offensives vont s'arrêter parce que l'hiver aidant, on ne les lance pas ces offensives à moins 20, moins 30 ou moins 40 degrés. Bon. Donc la géographie, et puis la volonté d'assumer à fond les rapports de force. Si vous voulez, on n'a pas là à faire quelque chose de très nouveau, d'autant moins que la guerre, dont beaucoup de leurs compatriotes français et de mes congénères ouest-européens considéraient depuis 20-30 ans qu'elle était ringardisée, qu'elle ne pouvait plus réellement se produire, au fond, elle n'a jamais réellement varié, en tout cas dans ses fondamentaux. Et il faut se souvenir qu'il y a 2 ans de cela, presque jour pour jour, a eu lieu dans le Caucase, une guerre que beaucoup de journalistes, à tort, appellent à l'ancienne, c'est-à-dire de façon extrêmement rudimentaire, mais en réalité, de la même manière que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Ukraine, en moins les drones, parce que ça, c'est un petit peu nouveau techniquement parlant, mais pour le reste, la guerre n'a pas changé. Et malheureusement, on ne peut jamais l'évacuer d'un revers de main. Regardez ce qui se passe en Éthiopie ces dernières années. Alors une guerre civile, certes, mais enfin une guerre quand même, un état de guerre en tout cas. Et je vous fais grâce du Yémen et d'autres régions. Donc je pense qu'il n'y a rien de très nouveau. En revanche, je voulais travailler sur le concept de puissance autour duquel on tourne en permanence, mais sur lequel on s'arrête trop rarement. Or, il n'y a pas de véritable géopolitique sans penser la puissance. La puissance, ce n'est pas la pâte de la pizza de la géopolitique. La puissance, c'est le blé avec lequel on fait la pâte de la pizza. C'est-à-dire que sans la volonté de puissance des individus, des clans, des familles, des institutions, des États naturellement, parfois des ONG, des GAFAM, des grandes entreprises, etc., et d'autres acteurs d'ailleurs, il n'y a pas de pensée sérieuse de la géopolitique. Quelles sont les composantes de la puissance de l'État ? La puissance de l'État, et merci de cette question, parce que je pense que l'État, depuis les traités de Westphalie de 1648, est extraordinairement jaloux. L'État est très, très jaloux de ses prérogatives, notamment de celle de pouvoir faire la guerre. Et depuis, là encore, on n'a pas inventé grand-chose. À l'ONU, vous avez 193 États aujourd'hui représentés, et l'ONU, fondamentalement, ne reconnaît que des États dits des États-nations. Bon. Les principales composantes de l'État, de l'État souverain, c'est d'abord son droit à disposer d'une force armée. En général, il assume ce droit et parfois il l'utilise, et souvent sans aucun humour. C'est bien évidemment une justice indépendante, donc souveraine, un système juridico-judiciaire, fut-il inique et protozoaire. Il n'y a pas besoin d'avoir 7 ou 8 constitutions comme on a connu la France pour qu'il y ait une véritable justice. Elle peut être expéditive, mais si c'est elle qui prédomine sur d'autres justices, on a une souveraineté. Bon. Donc, le droit à disposer d'une force armée, une justice et des couleurs, des symboles de souveraineté. Pour le reste, la monnaie, l'administration, et d'autres éléments sont importants, mais pas absolument mécaniquement nécessaires. Donc, pour qu'un État soit souverain, il doit disposer de cette triade. Mais alors on dit beaucoup aujourd'hui, en parlant par exemple de la Russie, que la seule puissance qui vaille, c'est la puissance économique. Que la Chine, c'est un des pays les plus puissants du monde, ainsi que les États-Unis, par exemple, parce qu'ils sont effectivement très puissants, enfin leurs économies sont très puissantes, et que la Russie, vous l'écrivez vous-même, une grande puissance pauvre, ou comment redevenir différemment. Quand vous dites une grande puissance pauvre, est-ce que ça veut dire que ce n'est plus une grande puissance ?
c'est une grande puissance, mais pauvre. Je veux dire par là que les critères de la puissance ne s'arrêtent pas à l'économie. Et là encore, je pense qu'il y a eu un vrai travers, d'abord chez beaucoup d'économistes, mais en même temps, c'était leur métier, c'était leur billet, en quelque sorte, professionnel. Mais je pense que beaucoup trop de gens ont considéré ou considèrent que le PIB, alors ça c'est vraiment la nouvelle, c'est la religion du PIB, donc comme critère exclusif, il ne doit pas être exclusif, ce critère. L'économie ne doit pas être le seul critère explicatif ou le seul facteur explicatif de la puissance. Sans un minimum de capacité financière, vous ne pouvez pas sérieusement prétendre à un véritable statut de puissance. Mais on a assisté dans l'histoire à la montée en force d'États, au départ faibles, voire pauvres, très peu nantis, qui parvenaient donc à pallier cette faiblesse, soit par une stratégie militaire absolument remarquable, c'est Frédéric II de Prusse, au XVIIIe siècle, soit par un réseau d'alliances diplomatiques tout à fait sérieux, resserré. Bon, on peut remonter à Sparte, qui avait néanmoins une bonne armée aussi, à une ingéniosité très importante et un niveau d'ingénierie comme on connaît par exemple Singapour, la Corée du Sud, la Suède ou Israël. Au départ, ce sont des États qui sont franchement pas très nantis, c'est le moins qu'on puisse dire. Prenez en Afrique le cas emblématique du Rwanda par exemple. Bon. Donc si vous voulez, je pense que là, encore une fois, si vous voulez, l'économie, une économie forte est nécessaire, mais pas suffisante pour obtenir un véritable statut de puissance. Alors qu'en est-il de la Russie aujourd'hui? Alors la Russie, c'est une puissance ou pas? Alors oui, c'est une grande puissance, alors mettez des petits tirets partout, grande puissance pauvre, comme d'ailleurs le Royaume-Uni et la France. Alors pourquoi? Parce que les critères qui font encore aujourd'hui, ou les paramètres qui illustrent encore aujourd'hui une grande puissance, sont entre les mains du Kremlin, c'est-à-dire un droit de veto au Conseil de sécurité. Membre permanent. Bon. Alors ça vaut ce que ça vaut, parce qu'on peut le bypasser, comme on l'avait vu avec Bush fils en 2003 en Irak. Enfin, ça reste un des critères. 5600 têtes nucléaires, si vous voulez, vous m'accorderez que c'est quand même un facteur de puissance qui n'est pas négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire. La preuve, les Européens n'ont pas voulu être co-belligérants, les Américains non plus. Et puis des quantités de gaz et de pétrole tellement importantes que du quantitatif, on passe au qualitatif. C'est-à-dire que là, ça devient en soi un critère de puissance. On peut ajouter peut-être la grandeur de la superficie territoriale, peut-être la démographie, même si elle est en déclin. Mais elle est en déclin. En revanche, pauvre, parce que le PIB global de la Russie équivaut à celui de l'Espagne, qui lui-même correspond aux 2/3 du PIB français, qui lui-même correspond aux 2/3 du PIB allemand. Donc vous voyez que la Russie est objectivement un État pauvre en termes de deniers, mais pire que cela, ces richesses sont des richesses issues de la rente. Et moi, je combats la fameuse malédiction du pétrole, comme on l'appelle souvent d'ailleurs sur le continent africain ou dans le monde arabe, mais c'est vrai aussi pour la Russie. Qui entraîne la corruption. Non seulement qui entraîne la corruption, vous avez raison, mais qui dévalorise le savoir. Or, la valorisation du savoir technique, technologique, universitaire de manière générale, c'est un booster, c'est un facteur, c'est un moteur de puissance. Or, regardez aujourd'hui à quel point la Russie, alors qu'elle a fait et qu'elle dispose encore de très très bons ingénieurs, a négligé, et à quel point les 22 ans de pouvoir poutinien ont tout à fait négligé autre chose que de la rente gazière ou pétrolière. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que ça reste encore une grande puissance. La preuve, on n'ose pas aller au bout de la co-belligérance, mais pauvre, parce qu'elle ne s'est pas donné les moyens, ni sur le plan militaire, on le voit tous les jours depuis février, ni sur le plan technique général, d'incarner une puissance globale, plurielle en quelque sorte. Oui, et cette mobilisation va diminuer aussi la capacité de renouveau des entreprises ou de développer justement cet esprit de compétitivité à l'occidental. C'est ça, c'est-à-dire que lorsque vous créez les conditions favorables permettant de fabriquer des services ou des produits à haute valeur ajoutée et à forte plus-value, non seulement vous favorisez durablement et solidement votre balance commerciale, vous êtes plus autonome vis-à-vis de vos fournisseurs en produits, y compris militaires d'ailleurs. Attendez, la Russie est en train d'acquérir des drones à l'Iran.
voulez, et des drones sacrément rudimentaires, je peux vous le dire, mais c'est pas sérieux. Donc là, elle est en train de payer son absence de valorisation du savoir. Mais quand vous le faites, c'est quand vous valorisez ce savoir, par ailleurs, vous êtes cette puissance qui va pouvoir créer le vaccin fabuleux qui va permettre de soigner, de guérir plusieurs maladies graves et que vous allez pouvoir vendre par milliards de doses, ou alors vous allez être l'inventeur du produit de substitution au pétrole demain ou après-demain, vous allez inventer la 6G, etc., etc. Et là, je pense que la Russie a, je ne vais pas dire qu'elle a raté une marche, parce qu'en fait elle ne le voulait pas. Le pouvoir poutinien ne voulait pas, il ne l'a jamais fait, et l'Union soviétique l'avait faite, mais dans un cadre quasi exclusivement militaire. Et donc là, cette guerre va diminuer encore l'influence de la Russie, va diminuer l'état général du pays, va rétrécir le champ des possibles. Oui, le champ des possibles. C'est un terme que je trouve très juste. Le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Si on ne prête pas, alors beaucoup de pays africains, quelques pays arabes, des pays d'Asie du Sud qui attendaient de voir comment ça allait se passer, qui ont préféré s'abstenir à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui n'ont pas voté pour la Russie, mais qui sont abstenus. La crédibilité russe dans cette histoire, c'est vrai sur le plan politique, mais c'est vrai aussi sur le plan militaire et donc économique. La Russie qui ne va pas au G20, si vous voulez, c'est quand même très très important. Alors que les autres y vont, tous les autres, enfin les puissances du G20 y vont, y compris bien sûr les Américains, les Chinois. Ça signifie une baisse de crédibilité. Le pouvoir qu'on ne vous prête plus ne vous en donne plus. Et là, je pense que Poutine, l'une des erreurs les plus graves parmi toutes celles qu'il aura commises, quoi qu'il arrive dorénavant, je pense, ça aura été celle de la crédibilité. Parlons maintenant de la France. Vous y consacrez également un chapitre. Alors aussi, comme la Russie, une grande puissance pauvre, la France. Pourquoi est-elle pauvre? Parce que franchement, elle ne se porte pas si mal que ça. Alors, elle ne se porte pas si mal, dans l'absolu, mais exporte, en part relative. Elle innove, il y a quand même... On innove plus suffisamment. Vous savez que dans les années 70, la France avait bulle. La France fabriquait et exportait des ordinateurs dans les années 70. On exportait des 2 roues. On exportait beaucoup d'autres choses. Et en réalité, non mais vous avez raison, dans l'absolu, on reste une puissance très considérable. Mais l'absolu n'existe pas ici-bas. En part relative, d'autres puissances qui nous taillent des croupières, c'est-à-dire sont extrêmement et très efficacement concurrentielles, non plus seulement sur la construction de bateaux ou de trains, mais sur le nucléaire civil, sur lequel nous avions une expertise quasi unique, au moins en tout cas parmi les grandes puissances, d'autres bien sûr en faisaient, mais enfin très très peu. Là aujourd'hui, nous sommes très durement concurrencés, notamment par des pays asiatiques, dans pas mal de domaines sur lesquels on était bon. Et par ailleurs, vous dites qu'on innove. Eh bien oui, mais pas suffisamment. Je me permets de vous rappeler que le budget recherche et développement de la France, je crois qu'il est autour de 2%, 2%, je crois plus ou moins 2%. Les Chinois font 3,5%, les Américains 3,5% ou 4%, les Israéliens font 5%, d'autres pays font encore plus. Ça ne suffit pas. Je pense que ça ne suffit plus dans le monde d'aujourd'hui. Et malheureusement, je constate que beaucoup d'ingénieurs français et beaucoup d'ingénieurs formés en France préfèrent partir à l'étranger dans des pays où ils considèrent que leurs compétences et que leurs carrières seront plus favorisées, mieux valorisées, quoi. Et je pense que là, on est en train de risquer de rater quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je crois beaucoup à une mutualisation et à une coopération beaucoup plus importante entre les différents États de l'Union européenne. Parce que pour l'instant, l'Union européenne, qui se cherche politiquement, elle n'existe pas encore sur le plan, disons, politique. Elle a des budgets recherche qui commencent à être importants. Alors, plus importants, et elle en a les moyens. Oui. Donc là, c'est plus qu'une question de volonté. Et moi, je pense qu'il faut absolument aller, notamment sur le plan de la recherche et du développement, vers l'Europe puissance. Oui. Et vous dites dans votre chapitre sur les illusions de la puissance qu'il vous donnez des règles pour justement bien se prémunir, ne pas présumer de ses forces, ne pas sous-estimer l'adversaire. Est-ce que ces conseils, comment les faire parvenir, si j'ose dire, dans le temps de cerveau disponible des décideurs français? D'abord, il faut que les décideurs soient des gens sérieux, qui acceptent de passer du temps, de consacrer du temps, de l'énergie à ce pourquoi ils ont été élus, ou parfois désignés.
je constate, sans aucun chauvinisme, vous aurez constaté que je peux être tout à fait sévère avec mon propre pays, mais que depuis quelques années, nous avons affaire à une présidence sérieuse. On peut parfaitement contester telle ou telle politique, mais regardons ce qui se passe ailleurs, y compris chez nos voisins les plus proches. L'Italie, le Royaume-Uni, ailleurs en Europe, la Hongrie, etc. Je pense que pour l'instant, nous sommes encore relativement bien servis, en quelque sorte, au sens du service public. Hein, bon. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut faire un effort budgétaire extrêmement important en faveur de la recherche, d'une part, de la défense, d'autre part. C'est fait dans une certaine mesure. Alors j'en viens maintenant à un chapitre très important de votre livre qui concerne directement en particulier une grande partie de notre auditoire qui, comme vous le savez, se trouve en Afrique, Afrique subsaharienne francophone. Et vous écrivez donc un chapitre sur l'Afrique et la sphère arabe et vous insistez sur le fait que l'Afrique, en quelque sorte, n'existe pas, il y a les Afriques. Alors est-ce que les Africains peuvent se sentir touché par cette remarque qu'il n'y aurait pas une Afrique, parce que ce que vous sous-entendez, c'est que l'Afrique, si elle était unie, ce serait une grande puissance, aurait les moyens de la puissance. Alors, les Afriques ont-elles les moyens de la puissance? Les Afriques, non. Et je maintiens ce que je dis. Je pense qu'il y a une représentation de plus en plus importante chez les Africains, et notamment en Afrique subsaharienne, où je me rends très souvent. C'est une représentation extrêmement légitime, tout à fait forte, en faveur de laquelle je suis. Enfin, moi, je ne suis pas africain, mais je trouve ça tout à fait légitime, comme il y a une représentation européenne, en principe progressante, de plus en plus importante. Bon. Mais ce n'est qu'une représentation populaire. Je veux dire par là que les régimes politiques qui président aux destinées des Africains, bah, écoutez, il y en a 54 sur l'ensemble du continent. À ma connaissance, on n'assiste pas à des fusions, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on n'assiste même pas, en général, à une coopération très importante qui permettrait, là aussi, d'enrichir les uns et les autres en mutualisant un certain nombre de secteurs des économies respectives. Bon. Et je crois au contraire, malheureusement, qu'il y a une vraie atomisation des intérêts politiques de la part des régimes africains eux-mêmes. Et encore, je vous parle de 54 États sur le continent africain et donc d'une bonne quarantaine en Afrique subsaharienne, mais je ne vous parle même pas des clans, des ensembles de tribus, des régions parfois autonomes qui, au sein même des États, se comportent de manière extraordinaire, enfin quasiment crypto-étatique. Autrement dit, des clivages très durs qui existent au sein même d'un certain nombre d'États, des clivages qui malheureusement sont souvent claniques et ethniques. Et on le voit tous les jours. Et qui ne font pas passer l'intérêt général. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est ça. Pardon, je rebondis, c'est un terme très important. Le sens de l'intérêt collectif, ou l'intérêt général. Pour moi, c'est l'un des facteurs de prospérité, de stabilité et de puissance les plus incontournables. Le sens de l'intérêt général, le sens de l'intérêt collectif. Or, si on fonctionne de manière clanique, de manière ethno-confessionnelle, de manière strictement régionaliste, l'intérêt général, par définition, il n'est pas assumé. Et ceux qui ne profitent pas des largesses de ceux qui, à la tête d'un clan ou d'une ethnie ou d'une confession et à la tête de l'État, contrôlent les moyens du pays, ceux qui ne profitent pas de cela, ils ne sont pas contents. Donc évidemment, ils vont constituer des ferments de déstabilisation du pays et c'est bien compréhensible. Et donc moi je pense que l'Afrique devrait tenter de sortir de cela. Et ne plus faire porter le blâme de la situation, sur la situation actuelle à la puissance coloniale. Disons que les puissances coloniales ont eu une responsabilité. La responsabilité première, me semble-t-il, on l'oublie trop souvent en géopolitique, c'est celle d'être parti sans laisser d'épaule de formation. Ça, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire que Mais est-ce qu'au moment de la décolonisation, il y avait déjà cette conscience qu'il aurait fallu partir en laissant un pays en état de marche? Certains, beaucoup, le préconisaient à l'époque. Or, on était en pleine guerre froide, on avait d'autres chats à fouetter, on ne souhaitait pas que l'URSS pénètre en Afrique, donc on a laissé des académies militaires, ça on les a laissés, il n'y a aucun problème. On a continué à former des armées locales qui malheureusement parfois servaient surtout à tenir en joue leur propre population.
on n'a pas laissé d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de médecine, d'écoles d'architecture, d'écoles d'administration, d'écoles d'urbanisme, etc., etc. Et je pense que cette absence de formation a contribué à affaiblir et à appauvrir durablement l'Afrique subsaharienne, puisque par définition, ces États africains n'étaient pas en mesure de rivaliser sur le plan économique, technique, logistique, commercial avec les puissances occidentales et avec les puissances est-asiatiques montantes, dans les années 60, 70, 80. Donc là, on a pris un retard très important. Donc là, il y a eu cette responsabilité. En revanche, je ne suis pas de ceux qui stigmatisent en permanence les anciennes puissances coloniales. Je pense que les Africains aujourd'hui ont de quoi, d'abord une conscience respectivement nationale suffisamment forte, une conscience politique extrêmement élevée pour pouvoir, et un certain nombre de richesses quand même, pour pouvoir jouter dans l'arène internationale, notamment sur le plan économique, de manière efficace. Et j'ajoute, au risque d'émouvoir certains de vos téléspectateurs, que ceux qui en 1994 au Rwanda ont tenu la machette n'étaient pas des Européens. Ce n'étaient pas des Occidentaux. Alors que derrière, il y ait malheureusement des firmes chinoises ou occidentales, derrière des seigneurs de la guerre, qui eux-mêmes, en connivence avec des gouverneurs locaux, pillent une partie de l'Afrique. Ceux contre quoi je lutte en permanence depuis des années, et sur quoi j'essaye d'attirer l'attention. Malheureusement, oui, ça existe encore. Ça existe encore. Mais enfin, a priori, charge aux États souverains d'Afrique subsaharienne de coopérer en matière sécuritaire, en matière commerciale, économique, diplomatique, antiterroriste, anti-seigneur de la guerre, pour monter enfin en prospérité et en puissance. Pour terminer cette émission, puisqu'il nous reste encore un peu de temps, pourriez-vous nous dire ce que vous pensez de l'affrontement potentiel entre la Chine et les États-Unis, puisque Xi Jinping et le président Biden, je crois en ce moment-là même, sont en train de discuter pour la première fois depuis quelques années. Alors, affrontement, je nuancerai un tout petit peu. Lorsqu'on échange chaque année pour plus de 370 milliards de dollars de services et de matériel, je considère que l'affrontement, si vous voulez, il doit être nuancé. Mais il y a un affrontement, vous avez raison, politique, presque philosophique maintenant, commercial naturellement. Pour l'instant, on n'est pas du tout heureusement mon Dieu, on n'est pas du tout sur un affrontement stratégique et militaire. Ça pourrait advenir, je n'y crois pas. Je pense que ce qui est en train de se passer avec la crise économique montante, pas uniquement due à la guerre en Ukraine, mais enfin quand même accélérée par cette guerre, qui touche beaucoup la Chine, qui frappe beaucoup la Chine, dans une moindre mesure les États-Unis, à cause aussi d'une forme du moins j'espère, de pragmatisme au pouvoir à la tête de deux puissances nucléarisées. Eh bien, je crois que le piège de Thucydide dont parle mon collègue américain Graham Allison, consistant à dire, en fait, Thucydide nous dit qu'entre Sparte et Athènes, il devait nécessairement y avoir la guerre parce que le numéro 2 voulait arriver numéro 1, mais le numéro 1 ne voulait pas. Mécaniquement, on est allé à la guerre. Je pense que ça ne se produira pas. Parce que, au bout de cette logique-là, il y a une guerre nucléaire et personne ne veut mourir, y compris pour Taïwan. Donc je pense que nous avons encore beaucoup de chance, alors je ne suis pas Manu Mirma, mais on a, je crois, encore beaucoup de chance pour éviter un affrontement, alors au sens le plus hardcore du terme, entre les États-Unis et la Chine, par la diplomatie, sans doute par une économie et des échanges économiques plus fructueux que ce qui se produisait jusqu'à présent, peut-être plus équilibré en faveur des États-Unis, mais qu'il n'y aura pas d'affrontement militaire. Aujourd'hui, le risque de mourir par apocalypse, en quelque sorte, qui n'existait pas à l'époque de Sparte et d'Athènes, change tout, me semble-t-il. Et aussi, peut-être qu'un des facteurs qui va contribuer à une sorte de démobilisation dans les rapports entre la Chine et les États-Unis, c'est le fait que finalement le président Biden sort renforcé, en regardant le Sénat, des récentes élections. Et vis-à-vis du président chinois, je crois que ça peut compter. Ah oui, non, mais de toute façon, l'actuel pouvoir chinois ne compte que sur les rapports de force. Donc, de toute façon, ils sont en train de constater ce que n'a pas réussi à comprendre M. Poutine, c'est que Sleepy Joe ne sleep absolument pas.
voyez-vous, il peut se tromper de pays de temps en temps, il peut s'endormir ou chuter d'un escalier. Sauf que sur la crise ukrainienne et à Taïwan et dans l'Indo-Pacifique, il fait montre d'une très grande fermeté, soutenu en cela par la majorité du Parti démocrate, mais aussi du Parti républicain. Donc si vous ajoutez la cerise sur le gâteau que vous venez de poser sur le gâteau avec raison, à savoir qu'il n'a pas perdu en réalité ces élections, bien sûr que les Chinois, au regard de leur propre croissance très affaiblie ces dernières années, et de leurs difficultés intérieures avec un Covid contre lequel ils n'arrivent absolument pas à lutter. Parce qu'ils ne veulent pas le vaccin. Mais ils ne veulent pas, mais bien évidemment. Ils ne veulent pas. Dans ces cas-là, si vous voulez, non, mais pas par idéologie, encore une fois. Et donc, tenant compte de cela, on a affaire à un rapport de force qui n'est absolument pas favorable à Pékin sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique, et qui l'est moins encore que ces dernières années, hein, avec certains États, comme par exemple le Vietnam, qui craignent tellement l'expansionnisme chinois qu'ils préfèrent finalement se rapprocher des États-Unis. Donc tout ça pour vous dire que, contrairement là aussi à ce que beaucoup d'Européens croyaient ces dernières années, non, la Chine n'est pas la première puissance mondiale. La Chine ne deviendra pas avant, alors au moins quelques décennies après, la première puissance mondiale pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait un jour revenir. Et je pense qu'on peut aboutir à un modus operandi dans l'Indo-Pacifique et peut-être aussi dans d'autres régions, comme d'ailleurs l'Afrique subsaharienne, puisqu'évidemment les États-Unis et la Chine sont encore aujourd'hui les deux principaux investisseurs sur ce beau continent. Eh bien, ce sera la conclusion de cette émission à laquelle je vous remercie d'avoir bien voulu participer. Professeur Frédéric Rancel, je recommande votre livre, la lecture de votre livre, Les voies de la puissance, qui est paru chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. À bientôt.